Bonjour à tous. Voilà pour les bandes annonces. Je rajoute simplement que demain dimanche à 14h30, il y aura un autre dialogue avec Olivier Assayas, cette fois en salle Georges Franju, un peu différent que celui qu'on va avoir avec lui tout à l'heure, parce qu'il y aura plusieurs extraits de ces films qu'il commentera avec Bernard Benoliel et Jean-Michel Frodon. Vous dire qu'aujourd'hui, donc Personal Shopper passe à 19h45 en Franju et L'eau froide à 21h15. La séance sera présentée par Virginie Ledoyen. Ça, c'est ce soir. Demain dimanche, donc après cette séance autour des extraits, à 17h, fin août, début septembre, séance présentée par Virginie Ledoyen et Mathieu Amalric. Et le soir, à 20h, Les Destinées sentimentales. Le film sera présenté par son scénariste Jacques Chesky. Donc voilà le programme copieux de ce week-end autour d'Olivier Assayas. Préparez vos questions, je commencerai la conversation avec lui, et puis après il y aura un ou deux micros qui seront à votre disposition pour que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous voulez sur Après-mai ou sur toute autre chose. Bonne projection. Olivier Assayas, vous pouvez le réapplaudir, vous avez applaudi, vous pouvez l'applaudir lui. Donc Après-mai 2012, Olivier, peut-être le film le plus ouvertement autobiographique de bien des points de vue de tes films. Ce qui m'a frappé en le revoyant, c'est à quel point il est éloigné, puisqu'après tout c'est dans son titre, Après-mai, donc Après-mai 68, à quel point il est éloigné d'une certaine doxa, qui comme toute doxa est devenue majoritaire à propos de mai 68, c'est-à-dire plutôt d'en faire un événement dérisoire, serait un mot un peu trop fort, mais en tout cas extrêmement critiquable, trompeur. Enfin, quand on parle de mai 68, on a l'impression qu'on parle de quelque chose qui a avorté, en fait, plutôt que quelque chose qui s'est réellement déroulé. Un événement qui s'est réellement déroulé. Quel était ton point de vue là-dessus en tant que, non seulement cinéaste et artiste, mais en tant que donc quasiment adolescent qui a vécu donc ces années de l'après-mai? D'abord, j'étais très jeune au moment de mai 68, j'avais 13 ans, donc j'avais pas une grande lucidité politique ou intellectuelle, j'étais encore un enfant. Mais par contre, cet enfant s'est construit en adolescent puis en adulte dans un monde qui était celui du contre-coup de mai 68. C'est-à-dire, quand j'appelle ce film Après-mai, c'est dans le sens où, non pas où je ne parle pas de mai 68 que je n'ai pas connu, ou en tout cas dont je n'ai connu que les échos d'une certaine façon lointains, enfin pas si lointain que ça d'ailleurs, mais enfin néanmoins quelque chose. En tout cas, c'est un événement qui n'était pas celui de ma génération. Ma génération vient après et elle vient dans un monde qui est constitué par le débat suscité par mai 68. Je veux dire, je vis dans un monde où politiquement, intellectuellement, artistiquement, tout est littéralement déterminé par ce qui s'est produit à ce moment-là. Donc, évidemment, moi, je suis mal placé pour avoir une perspective relativiste selon laquelle il ne se serait rien passé. Je suis témoin du fait qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Mais, encore une fois, ma vision était singulière et je pense que la vision que chacun a d'un événement historique, a fortiori celui-là, est singulière. Il n'y a pas un point de vue sur un moment historique où le monde se transforme. Chacun y apporte sa sensibilité, ses convictions, sa foi ou
son désintérêt, ou sa négation. Mais la politisation dans les lycées que j'ai vécu, la façon dont se mélangeaient deux tendances qui est à la fois complémentaires et en même temps très divergentes, c'est-à-dire d'un côté le gauchisme le plus radical et le plus dogmatique, disons, d'un côté, et de l'autre, tout ce qui était issu de la contre-culture, qui était plutôt américaine, et qui remontait à 1 ou 2 ans avant mai 68, c'est-à-dire plutôt à l'été 66-67. Donc, j'avais, il y a, pour poser les choses, il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai eu le désir de faire ce film. Le premier tenait à ce que je venais de faire Carlos, qui était l'histoire du terroriste bien connu, un film très ambitieux, de 5h30, qui a été présenté au cinéma dans différentes salles, enfin qui était surtout destiné initialement et financé par Canal+. Mais enfin bon, disons qu'il représentait la version sombre du gauchisme, c'est-à-dire il représentait le moment où le gauchisme bascule dans un terrorisme, et dans le cas de Carlos, d'un terrorisme qui n'est pas très loin je dirais, du mercenariat pur et simple. Donc j'ai représenté dans ce film-là les années 70 sous leur versant, je dirais, le pire, enfin, ou en tout cas le plus destructeur, d'une part. Et d'autre part, j'ai eu envie de représenter le versant lumineux de ce que j'ai vécu, parce que ce que j'ai vécu, moi, évidemment, je n'ai pas, j'ai pas fréquenté le monde que fréquentait Carlos. Je le connais vaguement parce que j'étais jeune homme, adolescent et jeune homme à cette époque-là. Donc j'en comprends le langage, j'en comprends la problématique, etc. Mais moi, évidemment, ce que j'ai vécu quelque chose qui a à voir avec la jeunesse, qui a à voir avec la découverte du monde, et avec des yeux d'un très jeune homme qui veut devenir artiste, son ambition est de comprendre, de saisir l'art et le domaine dans lequel il souhaite auquel il souhaite, d'une certaine façon, consacrer sa vie. Et donc, encore une fois, j'avais besoin de faire une sorte de pendant à Carlos, et puis j'avais l'impression, comme tu le disais Frédéric, qu'il y avait un terrible malentendu sur ces années-là, une compréhension, je dirais, très approximative, voire fantasmée, où se perdaient les repères qui avaient été ceux de l'époque, et où on ne saisissait pas, je dirais, la véritable dialectique de l'époque. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être la place, ou peut-être que ça a un sens de faire un film qui, sinon remettrait les pendules à l'heure, au moins essaierait de le faire et essaierait de montrer comment circulait au sein de la même société, du même monde, de la même période, des tendances très divergentes et qui étaient engagées, impliquées dans un débat qui n'était pas seulement abstrait, mais qui relevait du vécu. C'est-à-dire que chacun était sommé, tenu de prendre position, sachant que moi, ma voix politique a été beaucoup plus marquée par
disons, le versant libertaire de mai 68, qui a été évidemment marqué de la façon la plus singulière par Guy Debord, l'international situationniste, dont je lisais avidement les fascicules en leur temps. Et puis, évidemment, il se trouve que, de par mes goûts, de par mes intérêts, de par ma curiosité, de par mon ouverture sur le monde, qui a toujours été quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, j'ai été très influencé parce que j'ai vécu, observé en Angleterre et de la culture anglo-saxonne. Je lisais la presse, la free press, ce qu'on appelait la free press, c'est-à-dire la presse marginale anglo-saxonne, qui était intellectuellement, idéologiquement, esthétiquement la plus stimulante à l'époque. Et puis, j'ai vécu ces années-là dans une circulation entre Londres et Paris. Et Londres et Paris, c'était loin d'être la même chose, mais ça signifiait quand même que je parlais simultanément deux langues. Je parlais une langue qui était celle du gauchisme dogmatique que j'ai. Alors, dans ce film, évidemment rien n'est vrai, c'est du cinéma, mais en même temps tout est vrai. C'est-à-dire qu'il y a à peu près tout ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire que je me suis fixé comme règle, puisque je voulais être véridique et que je pensais que les autres ne l'étaient pas assez. Pour moi, être véridique, ça voulait aussi dire reprendre des éléments vécus, observés. Alors, il y a des choses qui sont développées, peut-être un peu légèrement exagérées pour simplement l'intérêt dramaturgique des situations, mais tout est vrai. Mais tout est vrai et tous ces personnages ont existé et ont vécu à peu près ces choses-là. Et j'ai choisi évidemment de le faire avec des adolescents de l'âge que j'avais à cette époque-là. Aucun d'entre eux n'était acteur. Donc d'une certaine façon, j'ai regardé, j'avais plus vu le film depuis l'époque où je l'avais fait. J'en ai regardé, j'étais assis sur les marches, là, en attendant que ça se termine. J'en ai regardé à bout. Je veux dire, au fond, je me rends compte que de ce point de vue-là, c'est peut-être mon film aussi bizarrement le plus bressonien. Aussi parce que on a parlé dans le cadre de comment ça s'appelle dans le cadre de Parlons Cinéma, où tu as choisi Le Diable probablement. Je cherchais Parlons Cinéma avec. Ah pardon, excusez-moi. Ah parce que pardon. Voilà. Ah comme ça c'est mieux. Oui, d'accord, oui, je me rends compte. Ça veut dire que vous avez tout loupé, il faut que je recommence. Non, moi je fais attention. Donc voilà, donc pour moi, tout ça a à voir avec ce qui a rendu ce film possible, et avec la spécificité de ce film. Voilà. Et j'ai envie d'ajouter que, encore une fois, en revoyant le film, j'ai l'impression que le film, ce qui me frappe, c'est que le film a pu être fait avec des moyens relativement, sinon considérables, en tout cas larges, en tout cas, des moyens qui m'ont permis de reconstituer la période, les costumes, les lieux, etc., avec une certaine véracité. Et ça, je le dois évidemment au succès de Carlos. C'est-à-dire que Carlos a marché, a plu, etc. Donc, d'une certaine façon, je ne dis pas que j'avais carte blanche, mais enfin, j'ai eu plus de facilité à écrire et à réaliser ce film qui, je dirais, dans d'autres circonstances, aurait été littéralement infaisable. Alors on reviendra à ce côté reconstitution qui est effectivement très important dans le film, mais je pense que aussi la beauté du film et son ambivalence presque, c'est qu'on ne dit pas que mai 68 ça n'a été rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reniement de ce point de vue-là. C'est quand même une mise en mouvement d'une société qui a touché énormément d'individus, sinon tous, et ça a été assez spectaculaire dans la vie de tout un chacun, ou en tout cas de beaucoup de monde, et c'est aussi ce que montre le film. Et en même temps, c'est un roman d'apprentissage, c'est un film d'apprentissage, c'est un roman d'initiation, et c'est aussi un film d'émancipation, me semble-t-il,
aussi vis-à-vis de ce mouvement politique. C'est-à-dire que même en tâtonnant, même en ne sachant pas toujours ce qu'il veut, même quand il dit que quand le réel frappe à sa porte, il a tendance à ne pas ouvrir, le héros, qui est, pour aller vite, disons un peu ton personnage, quand même s'émancipe d'un certain nombre de choses et même d'amour très importantes pour lui, mais qui le conduisent à des impasses, pour essayer de suivre un fil ténu qui serait celui de son propre désir et qui l'amènerait au cinéma. Oui, c'est à peu près le résumé du film, dans le sens où c'est à peu près ce qu'il raconte. C'est un film qui raconte aussi pourquoi dans ma vie j'ai renoncé à la peinture, qui était ma première vocation. J'ai eu un apprentissage de peintre plutôt que de cinéaste. J'ai une culture, et jeune homme, j'avais plus une culture liée aux arts plastiques qu'au cinéma, ce qui est là aussi une des raisons pour lesquelles, d'une certaine façon, je me suis toujours tenu un peu à distance des repères conventionnels de la cinéphilie, tout simplement parce que la cinéphilie ne correspond pas à mon éducation, enfin à la manière dont je suis structuré. C'est le cinéma, comme pour le personnage de Gilles à la fin du film, le cinéma ne vient que en tant que manière de surmonter ses doutes, de comprendre sa voie, de comprendre son chemin, et ce chemin va être long, ce chemin va être laborieux, parce que évidemment quand je me représente en Gilles, j'ai l'âge que j'avais quand Gilles à ce moment-là, c'est-à-dire 18-19 ans, j'ai fait mon premier film, j'avais 30 ans. J'ai eu le temps, effectivement, comme tu disais, j'ai eu le temps d'écrire sur le cinéma, au cahier du cinéma, qui pour moi a été une école, et où j'ai appris le cinéma que je connaissais mal, que je comprenais mal, et donc il y a tout un... J'ai envie de dire qu'il y a encore tout un parcours entre la fin de ce film et le moment où j'ai véritablement commencé à faire du cinéma, mais il y a un moment donné mais il s'achève sur un moment clé et qui est réel pour moi, qui est celui où j'ai compris que je ne pouvais pas être à la fois peintre et cinéaste, qu'il fallait que je renonce à l'un des deux, qu'il était écrit que ce devait être le cinéma, ma vocation, et donc j'étais prêt à faire des travaux ingrats, que je préférais faire des travaux ingrats dans le cinéma plutôt que de poursuivre la peinture parce qu'elle était trop solitaire et ne correspondait pas ou plus à la personne que progressivement je devenais. Mais disons que ce que j'essaye de dépeindre, c'est le monde dans lequel je vivais et où effectivement cette démarche était singulière. Parce que, encore une fois, c'est une époque qui était plutôt marquée par, disons, un rejet du je et de la parole singulière et individuelle au profit de l'action et de la pensée collective. Je parlais de façon un peu schématique tout à l'heure en disant ce qui m'a marqué, ce qui était important pour moi, c'était le courant libertaire de mai 68. Aussi, sans doute, parce qu'il était pour moi une manière de me raccrocher à ma propre identité. C'est-à-dire, je dis ça dans le sens où je suis fils d'émigrés. Enfin, je veux dire, comme on l'est tous d'une manière ou d'une autre. Enfin, ma mère était hongroise, elle a quitté la Hongrie en 1946, elle a tout laissé derrière elle, absolument. Elle est arrivée en France, d'une certaine façon, le communisme ayant détruit le monde dans lequel elle avait vécu. Donc j'ai grandi dans un monde où le stalinisme était assez peu toléré, d'autant plus que mon père, qui lui et ma mère n'étaient pas très impliqués politiquement, elle s'en fichait, elle constatait
constatait que c'était pas bon pour elle de vivre à Budapest sous le communisme, et elle a pris ses jambes à son cou, mais enfin, c'était pas quelqu'un qui s'intéressait à la problématique politique. Mon père, par contre, a été un militant antifasciste, actif sous Mussolini, puisqu'il a grandi à Milan, qu'il a été ami de Victor Serge, figure donc de ce qu'on a appelé le communisme de gauche, enfin, qui en réalité était une tendance anti-stalinienne. Il a été le premier militant d'une gauche anti-stalinienne, et évidemment, pour moi, ça a été une figure, enfin, dans mon enfance, la façon dont le respect avec lequel mon père parlait de Victor Serge et de ses idées, c'est quelque chose qui a contribué à me former. Donc, je viens, disons, d'un milieu qui est de gauche, qui est naturellement, viscéralement de gauche, mais qui est simultanément extrêmement anti-stalinien. Mon père a cessé toute, comment dire, a achevé de rompre absolument avec ces idées-là au moment de l'insurrection de Budapest en 1956. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, ce qui relevait du totalitarisme ou du dogmatisme dans le gauchisme ne m'a jamais intéressé, parce que j'ai envie de dire, j'étais presque éduqué, ou auto-éduqué d'une certaine façon dans des idées politiques qui sont fondamentalement anti-totalitaires. Mais par contre, ce qui ne les empêchait pas d'être révolutionnaires, au contraire, avec cette conviction que la vérité de la révolution à venir, puisqu'on vivait dans un monde qui était convaincu que la révolution était à venir, elle était là, à l'horizon. On était convaincu qu'elle adviendrait plutôt tôt que tard. Donc j'avais la conviction que au moment de cette révolution, quand elle aurait lieu un débat de tendance, et dans ce débat de tendance, moi j'avais mis mes pions sur l'anarchisme. Et c'est toujours une façon, je ne pense pas du tout que tu le fasses exprès d'ailleurs, mais de ne pas être là forcément là où on t'attend, disons. Tu répétais le soir de l'ouverture à quel point la nouvelle vague française a été importante pour toi. Ah oui. Tu es toi-même issu d'une tradition critique qui est celle des cahiers du cinéma. Absolument. Ça a suffisamment été long, disons, et tu as suffisamment écrit pour que ça se voit, disons, avant de passer à autre chose. Et en même temps, quand on voit ce film, par exemple, les dieux vivants, les icônes absolues des cahiers du cinéma post-68, qui s'appellent d'un côté, hein, ils faisaient des couvertures là-dessus, donc JLG, Jean-Luc Godard, JMS, Jean-Marie Straub, sont absents. Est absent même quelqu'un qui a été très important pour toi, et tu le reconnais dans ta façon de diriger ces très jeunes comédiens, c'est Robert Bresson, mais même les cinéastes de l'après-68, Philippe Garrel, disons. Philippe Garrel est extrêmement présent dans ce film. Alors voilà, j'en arrivais là. Disons que pour moi Godard, je suis arrivé trop tard. Enfin, je suis pas du tout arrivé trop tard. Je veux dire, Godard est un génie, un des quelques génies qui a suscité l'histoire du cinéma, mais admettons que je ne l'ai compris, en tout cas je l'ai compris très tôt, et je ne l'ai vécu que plus tard. Mais d'une certaine façon, parce que ce à quoi je m'intéressais, c'était à la culture marginale anglo-saxonne, donc je m'intéressais plutôt au nouvel Hollywood, plutôt qu'à la nouvelle vague française, à cette époque-là, ce qui ne m'empêchait pas d'admirer les films que je voyais, mais encore une fois, à ce moment-là, le cinéma n'était pas encore ma voie. Disons que tout ce qui m'a constitué cinématographiquement vient après, mais enfin ça n'empêche pas, et que les cinéastes que j'admirais, que je reconnaissais, que j'identifiais, à cette époque-là, il y
Il y avait quand même Godard à cause de One Plus One, parce qu'il y avait les Rolling Stones qui enregistraient avec un banquet, et qu'il y avait ce plan magnifique avec la grue, avec les drapeaux rouges et noirs qui flottent, parce que c'était un film rock d'une certaine façon, et dans le cinéma de ces périodes-là, bien sûr, d'abord le cinéma expérimental américain, Kenneth Anger, Andy Warhol, pour ce qu'on pouvait en voir, c'est-à-dire pas forcément grand-chose, Walter Chelsea Girls, par bribes, et puis Garel, parce que Garel était dans le cinéma français le cinéaste qui avait fait La cicatrice intérieure en particulier, qui m'avait extrêmement impressionné et qui appartenait parfaitement au monde abstrait, rêvé, dans lequel je vivais à cet âge-là. Il était considéré comme un cinéaste underground, enfin, quasiment. Il était parfaitement considéré comme un cinéaste underground. Il vivait avec Nico, il appartenait à la légende de ces années-là, non pas en tant que... Ce n'était pas encore le très grand cinéaste qu'il est devenu, mais il était encore une fois le cousin français de ce qui me passionnait dans la culture anglo-saxonne. Et j'ai l'impression que le film, à beaucoup d'égards, lui rend hommage. Et puis alors il y a quelqu'un d'autre, et j'en aurais fini, je te rassure, avec les références cinéphiliques, mais il fait sûrement ses films les plus connus et aujourd'hui les plus adulés et adorés pendant ces années-là, exactement contemporains du temps diégétique, comme on dit de ton film, de son temps historique, c'est Eustache. C'est-à-dire que La Maman et la Putain, c'est quand même 73. Alors, c'est pas du tout aimé par les cahiers du cinéma, qui trouvent ça petit bourgeois et qui lui font sentir, alors qu'il vient de chez eux. Donc, il doit être d'ailleurs extrêmement blessé par cet accueil. Mais toi, à ce moment-là, c'est un cinéma qui existe pour toi, qui t'intéresse? Ah oui, Eustache, oui. Ouais. Eustache, oui. Enfin, c'est un petit peu après, enfin, c'est 74, si je ne me trompe pas. Donc, c'est assez avec un léger décalage. Et Eustache, oui. Un décalage de 2-3 ans. Voilà. Disons que, et d'ailleurs, ça m'a frappé en revoyant, non pas La Maman et la Putain, mais Mes petites amoureuses, que dans la version restaurée et rééditée, qui est un film qui m'a absolument coupé le souffle. Enfin, je veux dire, je pense que c'est une œuvre géniale. Pardon, merci. Ça m'a frappé, non pas en voyant le film, mais en voyant le générique, à quel point le nombre de gens que je connaissais, en fait, c'est-à-dire que donc à la période de Mes petites amoureuses, alors par contre, 76, 77, par là, quelque chose comme ça, etc. Là, à ce moment-là, je commence à faire des petits boulots dans le cinéma, et c'est vraiment la période où, évidemment, je vénère Eustache. C'est impossible autrement. Je découvre, non pas quand il est sorti, mais un tout petit peu après La Maman et la Putain, je ne suis pas encore revenu. Et alors, avant de passer la parole à la salle, on avait commencé un peu par ça. C'est un passé 2012, 1972. Bon, ben voilà, c'est un passé qui est à la fois relativement proche. Personne n'aurait l'idée de dire qu'Après-mai est un film en costume. Les Destinées sentimentales sont un film en costume. Après-mai, on dirait pas ça. Et pourtant, oui. C'est-à-dire que, est-ce que le côté, quand on s'attaque comme ça à un passé qui est mi-lointain, disons, qui n'est pas le début du XXe siècle ou du XIXe siècle, est-ce que c'est un travail qui est tout à fait différent, ou est-ce que pour qu'on puisse y croire soi-même et qu'on puisse travailler, et pour que ses collaborateurs y croient, et en particulier ces comédiens qui ont à peine 20 ans pour la plupart, l'exactitude des choses, c'est-à-dire des choses elles-mêmes, des journaux, des affiches, etc., mais aussi de la façon de parler. Enfin, quelles questions on se pose quand on est cinéaste et qu'on veut reconstituer quelque chose qui n'est plus? Ah ben non, mais là c'est pour moi c'est un film d'époque. Hein. Je veux dire, toi, tu dirais que c'est un film d'époque? Pour moi, c'est purement un film d'époque, avec les chaussettes. Je veux dire,
j'ai le souvenir d'avoir été, admettons que j'étais mon propre conseiller historique, mais il a fallu reconstituer des choses qui n'existaient plus, les costumes, la façon dont les gens dont les appartements étaient meublés, la façon dont, enfin, il y a disons que la différence entre un film d'époque et un film, j'ai envie de dire, contemporain. Dans un film contemporain, on filme dans des lieux existants, des choses relativement faciles à réunir et à constituer. Un film d'époque, c'est quand il faut tout refaire pour que ça ressemble vaguement à l'époque. Et d'une certaine façon, il y a quelque chose qui manque dans le film, et là c'est mon côté post-situationniste qui s'exprime, manque la dérive, manque l'errance dans Paris la nuit, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est devenu impossible de filmer Paris. C'est le mobilier urbain, les potelets, tout le quartier latin, où j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à traîner mes baskets, n'existe plus. C'est ce que Debord dit beaucoup plus tôt déjà, mais il a raison. Et a fortiori, quand je fais ce film, dans le courant des années 2010. Donc, je me souviens du mal qu'on a eu à trouver des bouts de rue où il y aurait qui ressembleraient vaguement à ce que pouvait être Paris à l'époque, etc. Donc, je me suis senti très contraint dans la dimension, dans la représentation urbaine, de Paris, des circulations à l'intérieur, etc. Et donc, j'étais toujours dépendant de lieux intacts, etc. Parce que sinon, s'ils n'étaient pas intacts, il fallait ou bien les transformer, et ça a un coût. Pour prendre un exemple, un collège de type Pailleron, disons, cette épouvantable architecture là, qu'on voit dans le collège, ça, il en reste encore quelques-uns, ils n'ont pas tous été détruits. Oui, enfin, ils n'ont pas tous été détruits. Le lycée, mon lycée, c'est le lycée Blaise Pascal à Orsay, où j'ai fait mes études, qui est le même que j'avais filmé quand j'avais fait l'eau froide quelques années auparavant. Mais non, les costumes, les voitures, tout était à refaire, et les journaux, et les tableaux, et l'esthétique de l'époque, tout était complètement à reconstituer, et j'y ai mis un soin assez maniaque, tout à fait comparable à celui que j'ai mis en faisant les destinées sentimentales qui se passaient au début du XXe siècle. Ça a été, c'était troublant, mais en même temps, on parle d'un film qui se fait à 25 ans d'intervalle, et donc le monde attend de changer. Et est-ce que ça change la mise en scène ? C'est-à-dire que justement, si on veut avoir cette exactitude-là des lieux, des architectures, etc., est-ce que ça réduit, tu disais toi-même, des morceaux de rue, enfin voilà, est-ce que ça réduit un peu le champ, est-ce que ça concentre encore un peu plus les choses ? Ça a une incidence sur le temps de préparation, sur le travail de préparation. Une fois qu'on tourne, on tourne. Mais on se retrouve un tout petit peu dans la problématique justement du film d'époque, où on se trouve dans un décor donné, dans un lieu donné existant, et on peut filmer d'ici à là, mais par contre, si on fait le contre-champ, ça ne marche plus parce qu'il y a un immeuble qui ne va pas, un arrêt de bus, des toilettes urbaines, ce que tu voudras, mais qui d'une certaine façon, des masques à la supercherie. Donc, ça veut dire que le travail de recherche, enfin, ça coûte. On peut le résumer bêtement en disant ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Et dernière question sur les fêtes, parce que je veux dire que j'avais oublié
la scène de la maison qui brûle, ou plutôt j'ai oublié que ça se terminait aussi mal. Je me souvenais très bien des meules qui brûlaient, mais elle précipitée dans le feu, ou plutôt dans le vide pour échapper au feu, ça, je veux dire, quand elle ouvre la porte, ça a marché, quoi. Voilà. Est-ce que ça vient vraiment d'un de tes précédents films où tu avais envie de recommencer ça, c'est-à-dire la fête, évidemment, dans l'eau froide? Ça renvoie un peu, bien sûr, à la fête dans l'eau froide, mais c'est un peu difficile, c'est pas exactement la même chose non plus, parce que disons que c'est pas exactement la même époque ni même milieu, mais enfin oui, disons que pour faire vivre cette fête, j'avais pas de meilleure idée que celle que j'avais eue au moment de faire. Non, mais dans l'eau froide, c'était des comment on appelle ça, des bidons là dans lesquels Des braséros. Des braséros. C'était des braséros, et là, les flammes sont présentes, et d'une façon d'ailleurs semblable, et ça vient d'ailleurs d'une séquence qui était dans un autre film un peu antérieur, qui était Paris s'éveille. Là, ce ne sont pas des braséros, on est dans un autre monde, qui est plus dans un monde plus poétique, j'ai envie de dire, plus romantique même d'ailleurs, pour être encore plus exact. Et il s'agit de faire brûler des meules de foin. C'est un peu, il y a ce côté un peu fête de l'été, quoi. Enfin, fête des moissons. Mais par contre, je savais comment ça devait se terminer parce que l'histoire est vraie. Donc l'histoire est vraie, et j'en ai pas été le témoin, mais j'en ai recueilli le récit. Et donc je voulais en arriver à ce moment-là véridique, et qu'après je traite de façon. Il y a moyen de régler un peu plus fort, parce que vraiment je colle là. Tu peux le garder sous le menton, mais on va augmenter un peu. Un tout petit peu, parce que voilà. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le volume en cabine? Merci beaucoup. Ça marche que si le truc collé là. Oui, donc cette histoire a été le destin d'une jeune fille qui était sans doute mon premier grand amour, oui. Et par ailleurs, dans l'écriture du film, alors je ne sais pas si le mot un peu absurde de chorale était déjà en vigueur, sévissait déjà à l'époque, mais c'est vrai que de tes films, il y a évidemment un personnage qu'on garde jusqu'au bout, mais les autres ne sont pas des comparses, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'ils existent vraiment, il y a plusieurs personnages masculins, il y a des personnages féminins, il y en a 3 qu'on distingue vraiment parfaitement. Est-ce que ça aussi c'était alors une volonté de faire portrait d'un groupe, de faire portrait d'une époque ou portrait d'une jeunesse, mais qu'en tout cas le film ne soit pas monocentré sur un personnage principal? Mais non, parce que c'est une période où justement ça marche. Il y avait une idée de groupe, il y avait une idée de collectif, et pour moi, ce qui m'importait, ce que j'avais envie de raconter, c'était la diversité des destins, et la façon dont il se joue à cet âge-là, à ce moment-là, dans ce contexte-là. Donc Alain, le personnage d'Alain, lui, ce qui m'intéresse, c'est que des deux, c'est celui qui va devenir peintre. On le voit travailler, on le voit réfléchir, on le voit penser, et on le voit approcher la peinture d'une façon qui correspond à celle qui pouvait être celle d'un jeune artiste de cette génération-là, et qui était un peu moi, y compris. Et d'ailleurs, je me suis inspiré je me suis pour ce personnage-là d'Alain, d'ailleurs, plutôt inspiré d'un peintre existant qui est Francesco Clemente, plutôt que de moi-même.
c'est dans le sens où Francesco Clemente doit être un peu plus âgé que moi, mais je l'ai rencontré, on a eu des relations amicales, réelles, et je me suis toujours dit qu'au fond, Francesco était la version idéalisée du peintre que je n'ai pas été. Mais il est vrai qu'il a été à Kaboul, dans l'atelier de comme on le raconte dans le film. Alighiero Boetti, longtemps, a eu son atelier à Kaboul, où il faisait à la fois son travail de peintre et il faisait les admirables tissages des cartes géographiques. Et Francesco Clemente était son assistant, et qui progressivement en est venu à la peinture. Il a fait, comme on le sait, il a fait partie du mouvement de l'Arte Povera, et ensuite il s'est déplacé à New York, où il a fait il est connu pour son œuvre très singulière et assez admirable à mon sens. On identifie plus facilement les tableaux qu'il a fait avec Basquiat et Warhol à six mains. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi le mouvement du film, et qu'on le veuille ou non, un peu la sortie de la jeunesse, alors qui va à l'encontre, excuse-moi, du célèbre Ne travaillez jamais de Guy Debord, c'est qu'on voit aussi la professionnalisation relative de ces jeunes gens. Il y a quand même un qui entre dans les rouages du cinéma industriel, donc voilà, il est à Londres, au sud de Pinewood, c'est un film avec une fille un peu à poil et des dinosaures. Celle qui existe. Hein. Voilà, ça existe, oui. J'ai pas exactement vu ça comme ça, mais ce que j'ai vu ressemblait beaucoup quand j'allais me promener dans les studios de Pinewood, où travaillait un cinéaste qui s'appelle Kevin Connor, qui faisait des séries Z, qui plaisait beaucoup en Angleterre, encore à cette époque-là, qui correspondait à une sorte de déclinaison des films Hammer. Et effectivement, j'étais un peu comme le personnage, j'étais à la fois fasciné par l'aspect, j'ai envie de dire, surréaliste de ce qui se fabriquait, voire parfaitement archaïque, etc. Et c'est un peu ce que raconte la fin du film, c'est-à-dire que le personnage a une sorte d'épiphanie. C'est-à-dire que oui, il a envie de faire du cinéma, et la manière dont il l'approche, évidemment, il y a une certaine distance, parce que il n'a pas l'impression d'être encore arrivé au centre de ce qu'il veut faire, et que c'est par contre le soir, en allant à l'Electric Cinéma voir du cinéma expérimental, l'or, depuis l'au-delà, depuis le monde des morts, lui tend la main, et cette main qui va l'amener dans le monde du cinéma, il va la prendre, évidemment. Mais même cette jeune femme rousse qui, au début, quand on la voit arriver, c'est vraiment girl power californienne, enfin d'autant plus qu'elle est américaine, et qui a l'air totalement libérée, danse indienne, ancestrale, etc. Elle retourne aux États-Unis chez son père pour tenter la Juilliard School. La Juilliard School, c'est l'école artistique la plus célèbre des États-Unis et qui est vraiment un truc de professionnalisation. On n'y va pas que pour rigoler. Donc voilà, il y a aussi ce mouvement des personnages qui me paraît très réaliste et très lucide. Disons que c'est des très jeunes gens qui ont une vision idéalisée de l'art qui était censé être entièrement libre à cette époque-là. Il y avait cette idée que ça devait être un lieu d'absolue indépendance, d'absolue liberté, qui, l'un après l'autre, à leur façon, comprennent que s'ils veulent devenir ce qu'ils veulent devenir, il en va du travail. Il faut la dimension du travail et de la lucidité quant à ses propres repères, à sa propre histoire, sont des... Vous levez la main et on vous passe un micro. Ou nous, on continue, hein, mais ça fait tellement longtemps qu'on fait ça pour changer un peu. Voilà. Alors d'abord au fond, et puis je vous passe le micro. Oui, contrairement à votre dernier film qui m'a laissé très dubitative, j'ai beaucoup aimé ce film aussi. Et en tant que 68arde, j'ai un peu plus vieille que vous, j'ai vraiment retrouvé une justesse, à la fois une énergie et une douceur entre
des personnages qui m'a beaucoup plu. Alors je voulais savoir deux choses. Le casting est absolument extraordinaire. Vous avez dit que ce n'étaient pas des comédiens. Non, c'est pas des comédiens. Et ben c'est pour ça qu'ils sont si bons. Parce ils sont formidables. Je ne sais pas où vous les avez trouvés, garçons ou filles, pas à la sortie des lycées, j'imagine, mais vraiment, on voudrait qu'il y ait beaucoup de gens de cette sorte dans les cinémas français aujourd'hui. Deuxième question, je pense que vous avez dû dépenser une fortune en droits musicaux. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y avait un budget formidable pour la musique? Alors, j'exagère un peu en disant qu'ils ne sont pas du tout acteurs. Lola Créton avait joué auparavant dans un film de Mia Hansen-Love, qui était lequel, qui était pas un père de mes enfants, non, enfin, dans L'amour de jeunesse. L'amour de jeunesse. Et c'est là où je l'ai rencontré, c'est comme ça que je l'ai connu. Cyprien Fouquet, Cyprien Fouquet, c'est l'acteur c'est l'acteur de l'eau froide, Clément Métayer, je voulais dire. Jouer ici et là des petites choses, enfin je crois qu'il a surtout envie d'être cinéaste. Disons que, alors la façon dont j'ai procédé, évidemment ça a été un processus de casting très long et compliqué, parce que quand j'ai commencé à rencontrer des jeunes gens du temps présent, très peu d'entre eux comprenaient de quoi il s'agissait dans ce film. Et très peu d'entre eux arrivaient même à en saisir l'esprit. Et donc progressivement, je me suis orienté plutôt vers des écoles d'art. C'est-à-dire j'ai rencontré des jeunes gens qui avaient plutôt une vocation artistique et qui, de ce point de vue-là, pouvaient avoir une porte d'entrée dans le film. Et c'est un peu comme ça que ça s'est concrétisé. Parce que les histoires politiques étaient illisibles pour eux. Parfaitement illisibles. Parfaitement illisibles. Enfin, je vais vous leur expliquer. Enfin, c'est pour eux c'était du chinois. D'ailleurs, c'en était. C'était non, mais disons que je m'attendais pas à ce point, à ce qu'il y ait une telle distance qui a été parcourue, enfin, disons, j'ai envie de dire, à travers en si peu d'années. Ça m'a beaucoup impressionné, et ça m'a interrogé. J'ai envie de dire, et ça a été l'aspect le plus difficile du film, c'est-à-dire que le casting a été, des fois il y a des castings qui sont compliqués, passionnants, etc. Là, c'était vraiment, disons que c'était très difficile de trouver des gens qui pouvaient même vaguement correspondre. Donc il a fallu vraiment avancer pas à pas et passer beaucoup de temps pour y arriver. Pour ce qui est des droits musicaux, non, je ne pense pas que ça ait coûté une fortune, mais simplement ça a coûté à peu près, en général, dans mes films, j'utilise des choses que j'aime beaucoup, donc qui s'entendent bien, mais en général, j'ai des budgets qui sont plutôt en dessous de la moyenne en termes de... Là, il y a beaucoup... en deux mots, la façon dont j'ai procédé, qui en cela est très différente de la façon dont j'ai procédé quand j'ai fait L'eau froide, qui était un autre film qui racontait les années 70. Quand je faisais L'eau froide, c'était un film de génération, mais dans un sens un petit peu différent. C'est-à-dire que la musique était extrêmement présente, elle avait une grande importance, mais c'était ce qui faisait consensus. Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Alice Cooper,
Cooper ou Leonard Cohen. Hein. Disons que c'était des choses qu'à la fois j'admirais, que j'adorais, qui pour moi reflétaient l'époque, mais qui ne m'étaient pas singulières. Dans Après-mai, j'ai eu besoin de mettre, non pas tant la musique que tout le monde écoutait à cette époque-là, mais plutôt celle que j'écoutais moi. Et alors, admettons que quand j'utilise des morceaux, je sais pas, de Captain Beefheart, de Soft Machine, de Amazing Blondel, etc., tout ça, pour les gens qui ont vécu dans ces années-là, ça a beaucoup de valeur parce que c'est des choses ou Kevin Ayers, ou Syd Barrett, ou Nick Drake, c'est des choses qui ont beaucoup marqué. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il fallait aller les chercher. Il y avait 3 magasins de disques dans Paris où on pouvait les trouver. Non, mais littéralement. Hein, je peux les énumérer. C'est Lido Musique, Symphonia sur la route sur les Champs-Élysées et chez Claude Givaudan, boulevard Saint-Germain, pas loin de la rue du Bac. C'était littéralement 3 lieux, il n'y en avait pas un quatrième. Donc, il n'y avait même pas des magasins type Fnac où on pouvait, à un moment donné, on a pu commencer à trouver un choix relativement plus large que d'habitude de musique. Non, c'était vraiment très marginal. C'était marginal en Angleterre, c'était marginal et c'était marginal au carré en France. Donc, non, ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais voulu mettre, par exemple, Pink Floyd, oui, là, ça aurait été beaucoup plus cher. Ou des choses beaucoup plus majoritaires, oui, ça aurait été plus cher. Là, c'était pas donné parce qu'il y a plutôt plus de musique que dans mes autres films, donc ça a certainement pas été gratuit, mais je pense qu'on est resté dans des zones à peu près raisonnables. C'est encore une fois parce que moi, mes goûts de l'époque m'attiraient vers des choses qui étaient plutôt vraiment très minoritaires et donc et certainement pas. J'ai pas vraiment utilisé de tube. Donc c'est pas les mêmes coûts. Merci. Donc ça, ma question c'est un peu pour Breaking the Ice, mais quand même, je vais vous remercier parce qu'on a la même âge. Et donc, pour un Vénézuélien qui a vécu à la distance toute cette expression de mai 68, c'est très enrichissant. Chapeau pour la direction d'acteur et la mise en scène qu'on se sent dans l'époque. Mais ma question c'est plutôt par rapport à votre rôle de chroniqueur peut-être, parce que vous avez dit que cette film c'est une réponse à Carlos, avec toute l'implication idéologique qu'on pensait, et quelques années après vous faites The Cuban Network. Oui. On pourrait dire que idéologiquement c'est au contraire de Carlos. Donc, est-ce qu'il y a des va-et-vient dans vos réflexions du monde, dans cette trilogie de films? C'est un petit peu de curiosité oui, de votre... disons que Wasp Network, qui en France ça s'appelle Cuban Network, se passe à une autre époque, et donc dans un monde que je connais beaucoup moins bien. Donc c'est un film que je fais où je vais faire un travail là d'immersion, de recherche, pour essayer de comprendre l'époque, de comprendre les personnages, et d'arriver à représenter un moment politique important de l'histoire de Cuba et de l'histoire des rapports entre les Cubains de la côte de Floride et les Cubains de Cuba. Et encore une fois, à une époque où les valeurs qui sont représentées par le castrisme sont devenues, en tout cas en Europe, beaucoup moins essentielles ou vitales. Admettons que la pensée de la
enfin, disons que le rapport avec la gauche européenne n'était évidemment plus du tout le même dans les années que dans les années 70. C'est certain. Mais quand je fais un film comme Cuban Network, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de faire, là pour le coup, c'est de faire un travail de restitution, de recréation, aussi véridique que je puis, d'événements qui sont des événements qui ont fait polémique et qui continuent à faire polémique, y compris de façon extrêmement rageuse. Bonjour, merci pour ce magnifique film. J'ai une question très précise sur un petit détail. Vous avez cité dans ce film Joe Hill de Bo Widerberg, et j'ai vu que vous avez programmé dans Parlons Cinéma avec vous un autre film du même réalisateur. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de votre admiration ou je sais pas, pour ce réalisateur suédois qui apparemment n'est pas si connu, ou est-ce qu'il était connu à l'époque? Il était connu à l'époque. Elvira Madigan et Adalen 31 sont deux films qui sont sortis en salle avec un certain succès en France. Simplement, ils ont été très oubliés par la suite. Joe Hill a été beaucoup moins vu que les deux autres. Mais moi, c'est un film pour lequel j'ai toujours eu un grand faible. Peut-être que parmi les films de Bo Widerberg, et qui est dans le dictionnaire des films de Georges Sadoul. Joey. Oui, ça va. Ah oui, oui. Ouais. Donc, quand même, pour vous répondre, monsieur, rétrospective intégrale à la Cinémathèque l'année prochaine, et disons que notre ami Olivier n'y est pas pour rien. Oui, ça fait longtemps que j'insiste. Ça fait longtemps que j'insiste. Bo Widerberg est comme Jan Treul, un représentant de ce qui a été une sorte de nouvelle vague suédoise, qui a été déterminée par sa dimension la moins intéressante, qui au fond était son opposition au cinéma de Bergman. C'est-à-dire que c'était des jeunes gens radicaux, beaucoup plus politisés que Bergman, qui était assez peu politisé au fond, et qui, à un moment donné, ont importé en Suède une radicalité et une modernité, enfin une forme de modernité qui s'est déroulée un tout petit peu dans l'ombre de l'œuvre d'Ingmar Bergman, qui laissait peu de place pour les autres. Mais personnellement, je suis la preuve vivante qu'on peut admirer l'un et l'autre. Bo Widerberg a fait beaucoup moins de films que Bergman, mais il a fait lesquels. Mais disons que c'est des films que j'aimais beaucoup et qui m'impressionnaient beaucoup quand je les ai découverts au moment où ils ont été faits. Et puis il se trouve qu'ils ont été parfaitement invisibles pendant j'en sais rien, un quart de siècle. Et quand je les ai redécouverts grâce aux éditions des DVD, Blu-ray, des éditions Malavida, je dois dire que j'ai été extrêmement impressionné, et je trouve que Bo Widerberg est un cinéaste important. Et je suis bien heureux que la Cinémathèque le rende hommage. Oui, absolument. Merci pour ce film que... Non. Je peux parler très fort si vous voulez. Oui, allez-y. Enfin, en tout cas, comme ça, je vous entends. Commencez par parler fort, et puis on va essayer d'acheminer à notre micro. Allez-y, monsieur. Merci pour ce film que moi je découvre. Ce que j'ai aimé particulièrement dans ce film, ce qui me restera, je pense, c'est la grande douceur entre tous ces jeunes, la façon dont ils se parlent. Je trouve qu'ils sont très matures, il y a beaucoup de respect entre eux, ils communiquent très facilement, malgré le fait qu'ils soient jeunes, qu'ils tâtonnent, comme vous disiez, mais en fait,
ils sont, enfin voilà, il y a une façon de comprendre l'amour assez facilement et ils se repèrent assez bien quand même. Peut-être que les drogues dures aidaient peut-être à l'époque à se repérer. En tout cas, ça donne envie, ce genre de rapport entre les garçons et les filles. Et sur la jeunesse, j'avais une question. Vous filmez souvent la jeunesse dans vos films. Ici en particulier, est-ce que vous disiez sur votre rapport à la peinture, que vous avez commencé avec la peinture, m'intéresse aussi. On voit le personnage principal filmer un nu à un moment donné. Vous filmez beaucoup de nus aussi dans les scènes, c'est extrêmement beau, c'est très pudique. Comment vous approchez les scènes de nudité, même dans le travail avec les acteurs, les jeunes actrices, les jeunes acteurs garçons? Là, c'est assez simple. C'est-à-dire que d'abord, les scènes de nudité, je les tourne comme les autres scènes. C'est-à-dire que j'en fais pas un pataquès. Enfin, pour moi, c'est elles prennent la forme que grosso modo décident les acteurs. Je dis voilà, là il y a un moment d'intimité. Si on veut que ça fasse vrai, il faut sans doute qu'on va en passer par la nudité, mais jamais au-delà de ce que autorise votre pudeur. Enfin, d'une certaine façon, parce que d'abord parce que c'est que ça, j'ai envie de dire pour des raisons morales, mais j'ai envie de dire presque pour des raisons de bon sens, qui fait qu'on n'a jamais rien de bien en imposant de l'impudeur à ses interprètes. Donc à un moment donné, c'est eux qui sont juges de jusqu'où ils pensent possible, véridique d'aller. Voilà. Et est-ce que c'était important dans ce film-ci où il fait des études de peinture, enfin il se cherche comme un jeune artiste à filmer des nus, et où aussi il y a la contre-culture très présente, et donc il y avait quand même une libération sexuelle. Est-ce que vous aviez envie de montrer ça dès le début? C'était très présent. Ça aurait été impossible de raconter sans. Il y avait une sorte de dimension de ce qu'on appelait la liberté sexuelle, la libération sexuelle, qui était portée, l'idée qui était portée par la totalité de la contre-culture sous toutes ses formes, en particulier dans la presse. C'est-à-dire que par exemple, un des journaux. Moi j'ai été très marqué, j'en parle jamais vraiment beaucoup, mais moi j'ai été très marqué par la free press, par ce qu'on appelait la presse underground, etc. Et en particulier par un magazine anglais qui s'appelait Oz, dont le rédacteur en chef était un journaliste d'origine australienne, Richard Neville, et qui a inventé le genre. C'était franchement, je me souviens que chaque livraison de Oz, c'était une sorte d'émerveillement, parce que c'était juste incroyable en termes de maquettes, de dessin, d'originalité de ce qui se disait, de la façon dont c'était dit, dont ça se faisait, etc. Mais l'histoire de Oz s'est littéralement arrêtée après un numéro qui est devenu mythique par la suite, qui s'appelait School Kids Oz. Et donc le Oz des lycéens. Et le Oz des lycéens, et donc ils avaient confié la rédaction en chef de la revue à des lycéens, et qui en avaient rajouté 3 couches sur le côté libération sexuelle. Ça a été interdit, il y a eu procès, ça a duré, etc. Amende, je crois que certains des rédacteurs en chef qui avaient autorisé ça il me semble, fait un peu de tôle. Et Oz ne s'en est jamais complètement remis. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que ce soit Oz, que ce soit les autres magazines de l'époque, j'essaie de me rappeler du nom, parce qu'il y en avait un qui était particulièrement gratiné, qui se faisait, qui était hollandais, etc. Enfin, en tout cas, la nudité, la sexualité, la libération de tous les tabous était quelque chose qui était partie intégrante de l'époque, et ne pas le représenter aurait été inexact, aurait été une mauvaise perspective. Merci.
Merci beaucoup. Le mot de pudeur est tombé, ce qui me semble assez juste. Une question sur vos choix de montage et donc de rythme. Parce que quand il y a une action à décrire, bon, on suit l'action, mais souvent on coupe court à la fin des scènes. On dit l'essentiel et on passe à autre chose, peut-être de manière à faire mieux ressortir les émotions lorsqu'il s'agit de les faire ressortir dans le montage. Je crois que c'est alors deux choses. La première, c'est que vous donnez l'occasion de rendre hommage à Luc Barnier, qui a été sans doute un des très grands monteurs du cinéma français contemporain, qui aujourd'hui est mort depuis une dizaine d'années, puisque Après Mai est son dernier film. Il était très malade depuis déjà plusieurs années. On continuait à travailler ensemble dans des conditions un peu précaires, et quand on montait après Mai, je crois que Luc était plus de ce monde quand le film est sorti. Il y avait cette présence, cette urgence qui était celle dans laquelle lui-même vivait depuis plusieurs années. Donc il y avait et c'est quelqu'un qui m'apportait une grande intensité, une grande tension, et qui avait un sens très fort de la concision. Qui m'a fait partager. De la même manière que j'ai l'impression d'avoir appris l'image de cinéma grâce à Denis Lenoir et grâce à Éric Gauthier, qui ont été les deux premiers opérateurs avec lesquels j'ai travaillé, autant j'ai appris le montage avec Luc Barnier. Je lui dois tout. Et en particulier, effectivement, ce rapport à la concision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait un millimètre de gras, il ne faut pas se laisser happer par les scènes, et chaque scène doit en appeler une autre, encore une fois, en étant extrêmement rigoureux quant aux durées. Ça m'a encore une fois, en revoyant le bout de film que j'ai vu, parce que au fond, aujourd'hui, je m'amuse plus à écrire de longs dialogues. Je ne sais pas pourquoi, enfin, ça m'est tombé dessus. À un moment donné, je commence à écrire ça. Mais à l'époque d'après Mai, y compris dans les moments d'intensité sentimentale les plus forts, c'est-à-dire les rapports entre Gilles et Christine, par exemple, à la fin, je me souvenais plus d'avoir été aussi concis que ça. Et je pense que les émotions qui doivent passer passent parfaitement, mais j'ai été très... de ce point de vue-là, donc ça a été dans la droite lignée de ma collaboration avec Luc, qui a évidemment sa part. Merci. Madame. Bonjour. Le film est dédié à Laurent Perrin. Vous pouvez me rappeler qui est Laurent Perrin? Laurent Perrin existe de façon diffuse dans les anecdotes des personnages. C'est une sorte c'est une amitié qui m'a extrêmement marqué. C'est un réalisateur. On a commencé à faire des courts-métrages ensemble, des films ensemble. C'était mon meilleur ami. Il est mort l'année précédente. Le tournage de Après Mai, et au fond, quand je faisais le film, Laurent est mort plus brusquement que Luc, enfin, il n'y avait pas un grand intervalle, et quand je faisais le film, j'étais vraiment curieux du jugement de Laurent, parce que Laurent a vécu ces années-là avec moi, comme moi, et je pense qu'il aurait reconnu, il était d'une certaine façon le spectateur idéal, parce que je crois qu'il aurait aussi bien vu la couche de fiction que la couche de réalité. On s'est connus
on s'est connus dans des on s'est connus dans de drôles de circonstances parce qu'on était l'un et l'autre troisième assistant sur un film américain de Richard Fleischer, Le Prince et le Pauvre, et qui s'est tourné à Londres et en Hongrie, à Budapest. Et en fait, on s'est connus littéralement dans le bus qui nous amenait depuis Londres au château de la région, etc., où le film allait se tourner. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la deuxième fois qu'on se voyait, puisque la précédente, on avait été l'un et l'autre dans un cinéma à Leicester Square pour voir Barry Lyndon, et qu'on avait l'un et l'autre pleuré comme des fontaines. Enfin voilà, c'est Laurent, quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. Si vous vous intéressez à son cinéma, madame, le vendredi prochain, le 28 juin à 17h30, et Olivier évidemment a tenu à cette séance qu'il présentera lui-même, on passera un des courts-métrages de Laurent Perrin qui s'appelle Scopitone. Et alors ça, c'est un goût purement personnel, mais il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de films, hélas. Mais celui que je préfère, que j'ai vu à sa sortie, et dont je garde un très grand souvenir, qui s'appelle Passage secret. Voilà qu'on avait écrit ensemble. Autre chose. Merci pour votre film. Je voulais revenir un peu sur la conclusion, enfin du moins celle que j'interprète de ce film. Au vu des différentes destinées de ces jeunes, j'ai un peu eu le sentiment que la Révolution c'était un sujet d'une jeunesse bourgeoise ou d'une jeunesse... Enfin, les deux mots peuvent être séparés, soit d'une jeunesse, soit d'une certaine bourgeoisie, mais que... Ouais, c'est un sujet réservé à ça. Donc, je voulais avoir votre forme. Bah, si vous voulez, c'est ce que j'ai envie de dire, que sans vouloir comment dire, critiquer votre question, mais c'était le discours de la droite à cette époque-là. C'est-à-dire que le discours de la droite à cette époque-là, c'était de dire que la jeunesse révolutionnaire, c'était des fils de bourgeois qui venaient en Aston Martin à l'université pour faire la révolution. C'était vraiment... qu'il y avait le discours du Parti communiste. Le discours du Parti communiste qui, faut-il le rappeler, était extrêmement remonté contre mai 68 et a certainement empêché le basculement de mai 68 dans autre chose qui aurait sans doute été plus radical et plus révolutionnaire. Donc et parce qu'il y avait en particulier cette peur du Parti communiste que d'être débordé sur leur gauche. Donc il fallait discréditer absolument les jeunes gens révolutionnaires, etc. Est-ce qu'ils étaient issus de la bourgeoisie? Oui et non, pas plus que, enfin, ni plus ni moins que les étudiants de n'importe quelle université d'aujourd'hui. Ajoutons qu'à l'époque, l'argent avait beaucoup moins d'importance pour la jeunesse. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut constamment consommer, acheter ceci, acheter cela, acheter telle fringue, acheter telle basket, acheter avoir un ordinateur, un téléphone portable, enfin tout ce que vous voudrez, etc. Enfin, aujourd'hui, un jeune dispose dans sa poche et sur lui de toutes sortes d'objets de consommation, j'intègre les fringues, que n'avait dans ses poches le plus riche des radicaux de cette époque-là. En général, ma génération, à cette époque-là, dépensait
dépensait son argent de poche en journaux de la presse d'extrême gauche de l'époque. Il faut se projeter dans un monde où chacun lisait 5 ou 6 journaux différents de façon assez régulière, parfois 2 ou 3 quotidiens. Et lisait beaucoup, éventuellement acheter des disques, mais enfin, disons que la consommation n'allait pas tellement beaucoup plus loin que ça. Oui, c'est vrai que du point de vue strictement marxiste, où la révolution est le fait du prolétariat, la révolution de mai 68 a été d'une nature différente. Elle a été une révolte contre l'aliénation, suivant des valeurs dont on pourrait dire moi je résume en disant situationniste, mais on pourrait aussi bien dire que c'était déterminé par des idées qui étaient celles de l'école de Francfort, de Adorno, de Horkheimer, etc. Mais il n'y avait pas de prototype de révolution de ce type-là avant, et donc effectivement ces valeurs ont été dénigrées. Et en même temps, pour compléter un peu la réponse d'Olivier, si ça vous intéresse, et je suis ravi de voir que ça vous intéresse, parce qu'on nous avait demandé de faire le 50e anniversaire de 68 à nous, comme à plein d'autres musées, en 2018, et la vérité est que ça n'a intéressé absolument personne. Il n'y avait pas grand monde aux séances, mais il y a un grand film documentaire sur mai 68, pour parler encore d'un autre cinéaste qui nous a coûté de quitter beaucoup trop tôt, qui s'appelle Hervé Leroux, qui lui aussi, comme Olivier, a été critique au Pays du cinéma, qui s'appelle Reprise. C'est un documentaire qui dure un peu plus de 3 heures. Et la reprise, c'est la reprise du travail. C'est-à-dire qu'il y a les accords de Grenelle entre les syndicats et le patronat et le gouvernement. Oui, les accords de Grenelle font que le travail reprend. Et des étudiants de la FEMIS, si vous voulez, qui à l'époque s'appelait l'IDEC, sont à Saint-Ouen, c'est pas loin d'ici, qui était une banlieue mais vraiment ouvrière, où il y avait des usines. C'est moins le cas aujourd'hui. Et parmi ces usines, il y avait les usines Wonder. Et donc on voit une ouvrière qui dit qu'elle a de la graphite noire sur tous les bras. C'était vraiment le prolétariat, là, pour le coup, dur, on est très loin de la jeunesse bourgeoise, qui refuse de rentrer, qui refuse la reprise. Et le film d'Hervé Leroux est une enquête sur ce petit court-métrage documentaire qui dure 10-15 minutes, où il y a tout le petit théâtre de 68, en fait. Il y a le militant maoïste qui dit « elle a raison, il ne faut pas rentrer ». Il y a le cadre du Parti communiste qui dit « on a beaucoup obtenu, il faut rentrer ». Je ne vous dis pas du tout qui a tort et qui a raison, ça serait beaucoup trop compliqué, mais disons qu'il y a tout le petit théâtre de 68. Donc si cette période vous intéresse, vous arriverez à vous le procurer très facilement parce que vous savez vous servir d'un ordinateur. Essayez de voir ce film qui s'appelle Reprise d'Hervé Leroux. Je ne sais pas si tu es là. Ah d'accord, voilà. La reprise du travail aux usines. Voilà, et le premier court-métrage tourné par les étudiants de l'IDEC en grève s'appelait, Madame a raison, la reprise du travail aux usines mondiales. Et vous avez reconnu Claire. Vous avez reconnu Claire. Oui, et surtout j'ai entendu dans le film, citer Week-end à Sochaux et Classe de lutte, qui sont aussi deux films de notre catalogue. Voilà, mais disons que c'est... Oui. Enfin, disons que Christine, dans le film, on ne dit pas Iskra, mais enfin c'est Iskra. D'accord. Et c'est quelqu'un... Dans l'intimité après. Voilà. Madame représente Iskra, qui est donc la maison de production de ce petit documentaire, mais encore une fois qui a eu lié au travail de Christine, qui a su saisir un moment de vérité assez inouï. Ah, c'est magnifique. Voilà, écoutez, on peut terminer en ayant cité cet autre film. Merci infiniment, Olivier, et merci.